Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons étudier les changements de l'organisation du travail et voir comment cette organisation a pu évoluer pour essayer notamment d'améliorer la productivité des travailleurs et des travailleuses, faire en sorte qu'ils et elles soient le plus efficaces possible, que les entreprises puissent gagner le plus d'argent possible avec des coûts les plus faibles possibles, mais aussi que cette recherche de la productivité a pu se traduire parfois au moins par une amélioration de la qualité du travail et de l'emploi et une amélioration de la situation des travailleurs et des travailleuses. Il faudra cependant rester vigilant face à cette affirmation puisque des grands changements de l'organisation du travail peuvent en réalité ne concerner qu'une partie des travailleurs et des travailleuses, pendant que d'autres continuent d'avoir une organisation du travail avec justement une qualité du travail et de l'emploi assez faible. Pour étudier cette évolution et ces changements, nous allons commencer avec les débuts du capitalisme au cours du XIXe siècle, avec de grandes manufactures où tout le monde fait la même chose et globalement tout le monde réalise entièrement un produit fini. Et nous allons voir comment à partir de ça, progressivement, des changements vont être mis en place. Allez, c'est parti! À partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, émerge une nouvelle organisation du travail, l'organisation scientifique du travail, qu'on qualifie aussi souvent de taylorisme ou de fordisme, du fait des deux hommes qui en sont à l'origine, qui ont aussi popularisé cette organisation du travail. Frederick Taylor, qui est le premier à poser les fondements de cette organisation scientifique du travail, et Henry Ford, qui l'a popularisé en ajoutant quelques autres éléments, en profitant aussi de quelques innovations qui sont apparues au début du XXe siècle. En l'occurrence, cette forme d'organisation du travail tient son nom et vient avant tout des observations de Frederick Taylor de l'organisation du travail dans les manufactures. Il constate que le travail n'est pas organisé de la façon qui lui semble la plus efficace, et qu'en prenant une approche rigoureuse, on pourra profiter au mieux des qualités de chacun et chacune, afin d'être le plus efficace et le plus productif possible. C'est pour ça qu'on parle donc d'organisation scientifique du travail. Cette méthode, cette forme d'organisation du travail se fonde avant tout sur le principe de la division du travail. D'abord, une division horizontale du travail entre les différentes tâches. C'est ce à quoi on pense le premier quand on parle d'organisation scientifique du travail, de taylorisme ou de fordisme. On a cette image, on a vu le film d'ailleurs ou non, de Charlie Chaplin dans les temps modernes, en train de visser des boulons et sur donc une chaîne de montage. Voilà, le principe de la division horizontale du travail, c'est que chaque ouvrier a une tâche bien précise. Il doit uniquement réaliser cette tâche, qui est une petite partie, qui est un élément seulement dans l'ensemble du processus de production, et il répète cette tâche encore, et chaque ouvrier ou chaque ouvrière éventuellement a une tâche différente, et ensuite tout s'enchaîne de façon à ce que pour un produit, toutes les tâches soient réalisées, mais donc par des personnes différentes. L'idée, c'est que en ne confiant qu'une seule tâche à une seule personne, on va pousser cette personne à se spécialiser, à devenir plus efficace dans l'organisation de cette tâche. Elle devra tout le temps faire le même geste mécaniquement, au final ça va devenir un réflexe, et l'idée c'est qu'en fait l'homme devienne à peu près aussi efficace que la machine. Mais à côté de ça, vous avez aussi une division verticale du travail, où on va en fait séparer les tâches de conception et d'organisation du travail et les tâches d'exécution. Donc là, en fait, on a surtout parlé des tâches d'exécution, où chaque ouvrier, éventuellement chaque ouvrière, va avoir une tâche bien précise et va devoir la répéter. Mais en fait, là, on dit aussi aux ouvriers et ouvrières de ne pas s'occuper de l'organisation du travail, de se concentrer uniquement sur la tâche qu'on leur a confiée et de laisser au cadre, parce que c'est aussi dans le cadre de cette organisation scientifique du travail que vont émerger les professions de cadre, donc laisser au cadre la question de l'organisation du travail, de la conception des produits, etc. On comprend donc bien que dans cette perspective de division verticale du travail, le travail, notamment tout ce qui est tâches d'exécution, soit assez encadré. Le but est en gros que les cadres définissent la meilleure façon d'organiser le travail, pour chaque ouvrier, chaque ouvrière de réaliser sa tâche,
C'est le principe de the one best way. Et du coup, ensuite, une fois que c'est défini, bah voilà, la méthode est réglée, on n'a plus besoin de se poser de questions. Donc c'est vraiment très vertical, il y a des personnes qui dirigent, elles donnent les ordres, elles organisent le travail, et ensuite, vous devez uniquement faire ce qu'on vous a dit de faire. Donc là, on voit bien qu'en termes de qualité du travail, c'est pas forcément très bien, parce qu'on avait dit que un des facteurs de qualité du travail, c'était l'autonomie et le fait d'avoir des tâches diverses qui ne sont pas répétitives. Là, au contraire, vous avez des tâches qui sont très très répétitives, c'est presque la caricature de la répétition dans la tâche, et vous n'avez pas d'autonomie puisque la méthode de travail est définie en amont et vous devez uniquement l'exécuter. Par contre, avec le Fordisme, qui profite notamment de l'émergence des chaînes de montage pour améliorer encore cette organisation du travail, voit aussi apparaître un nouvel élément, la question de la hausse des salaires. En effet, Ford se rend compte qu'il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire que les ouvriers, éventuellement les ouvrières, ne restent pas longtemps dans le même poste et que si on veut justement, tout le principe de cette organisation scientifique du travail, c'est qu'on veut que chaque personne développe des compétences, devienne plus productif à force de répéter la même tâche. Or, si en fait quelqu'un reste maximum 1 mois dans son emploi et ensuite va partir parce que les salaires ne sont pas assez bons, que éventuellement à un moment ailleurs ce sera mieux, vous n'aurez pas cette accumulation d'expérience et ce gain de productivité. Donc, pour limiter la rotation de la main-d'œuvre et pousser les travailleurs, éventuellement les travailleuses, à rester le plus longtemps possible et à rester en tout cas dans l'entreprise, Ford va proposer une augmentation des salaires plus élevés et de façon assez concurrentielle, nettement plus élevés que ce que peuvent proposer les autres employeurs. Et là, vous avez un élément positif dans la qualité de l'emploi avec des salaires qui sont en tout cas plus élevés que la moyenne. Ça a d'ailleurs aussi longtemps été une des caractéristiques qu'on a associées au principe de capitalisme fordien ou de mode fordiste de régulation du travail, cette idée que finalement le partage de la valeur ajoutée accorde une assez grande importance au salaire et qu'on cherche clairement à faire profiter les travailleurs et les travailleuses des gains de productivité et de la valeur ajoutée des profits de l'entreprise. Le taylorisme et le fordisme ont plusieurs limites qu'on a pu évoquer brièvement, notamment en termes de qualité de l'emploi. À part la question des salaires, c'est assez faible, au contraire. Le but, c'est de transformer les hommes en des machines, et on a tous les problèmes qui sont posés à ça. Une autre limite, du point de vue de la compétitivité sur les marchés, donc cette fois-ci pour essayer d'attirer les consommateurs et les consommatrices, c'est le fait que c'est un modèle qui est bien organisé pour produire des produits standardisés. Quand il s'agit de produire vraiment tout le temps la même chose à la chaîne, ça marche très bien. D'ailleurs, il y a cette citation attribuée à Henry Ford, les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur de voiture tant que c'est noir. Ouais, même sur la question de la couleur, on ne pourrait pas choisir en théorie et on peut produire qu'un seul modèle, qu'un seul produit, sans laisser finalement de possibilités de choix aux consommateurs et aux consommatrices. Et ça, évidemment, c'est un problème quand on veut conquérir des marchés et attirer des consommateurs et des consommatrices, surtout quand la consommation commence à devenir de masse et qu'il ne s'agit pas d'avoir un produit qui réalise une fonction, mais qu'on va chercher justement des qualités un peu plus précises et qu'on va chercher à satisfaire des besoins plus précis, des préférences particulières. Ce problème émerge dans les années 1950 et on voit en l'occurrence des concurrents de Ford, notamment General Motors, chercher à y répondre en proposant des produits plus diversifiés, ce qui peut se refléter dans le fait que, par exemple, General Motors propose différentes marques, des Chevrolet, des Cadillac, pour justement essayer de proposer différentes qualités de produits aux consommateurs et consommatrices. Il faut cependant attendre les années 1960-1970 pour qu'émerge une nouvelle forme d'organisation du travail qui vienne véritablement remettre en cause les principes du taylorisme et du fordisme et qui ne se contente pas de quelques aménagements à la marge. En l'occurrence, cette nouvelle forme d'organisation du travail, c'est ce qu'on appelle le toyotisme, qui donc a été développé à Toyota par un ingénieur japonais, Taishi Ohno. Dans le cadre de cette organisation du travail, on retrouve notamment le principe de réduction des délais afin de s'ajuster le plus possible à la demande. C'est ce qu'on appelle le juste à temps.
au lieu de produire des produits standardisés où c'est à chaque fois la même chose, on laisse plus de flexibilité, plus de choix et de diversité à la demande, et on doit trouver, du coup, s'organiser de façon à ce qu'on puisse réagir et s'adapter très rapidement à la demande, en disant, ok, on vous laisse plus de liberté, mais il ne faut pas que vous ayez l'impression que cette liberté, dans cette diversité, et donc dans votre choix et dans les produits proposés, ça se paye par du temps et dire bon ça va être plus cher ou ça va passer plus de temps pour que le produit soit fait. En l'occurrence, c'est pas non plus du travail fait main sur mesure et du coup, on a quand même eu une certaine organisation entre des parties qui sont standardisées et des parties qui sont personnalisables de façon à ce que finalement on puisse proposer aux clientes et clients des produits diversifiés qui correspondent donc à leurs préférences rapidement et à des coûts les plus bas possibles. Car en effet, dans l'automatisme, on retrouve aussi la question qui d'ailleurs était un peu déjà présente dans le taylorisme et le fordisme, la question de la maîtrise des coûts. En l'occurrence, dans le taylorisme, on va parler notamment de lean management. En l'occurrence, un management épuré, concentré sur sa tâche. Et pour être sûr que du coup on soit concentré sur sa tâche, on va notamment chercher à réduire toutes les procédures, toute la papasserie, toute la bureaucratie, pour, au lieu d'avoir vraiment des contrôles de qualité, des chaînes de commandes, etc., qui soient bien claires, bien précises, tout puisse fonctionner de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Et cela va aussi passer par des stratégies d'externalisation, où en gros, on va confier à une autre entreprise, à une entreprise sous-traitante, une partie de son activité qui n'est pas essentielle, afin de pouvoir justement se concentrer sur le cœur de notre activité, sur la production ou la conception d'un produit. On considère que c'est le cœur de notre activité et que c'est là-dessus, du coup, on veut être le plus efficace possible. On va confier les activités considérées comme secondaires à une autre entreprise, pour que cette entreprise puisse elle-même aussi, en se concentrant sur cette partie, devenir plus efficace, et on devrait du coup gagner en efficacité de cette façon. Chaque entreprise en fait est concentrée sur sa tâche et du coup devient plus productive, plus efficace. Donc en fait, à travers l'externalisation, on retrouve un principe de division du travail, sauf que au lieu que cette division du travail se fasse à l'intérieur de l'entreprise, entre différents départements, entre différentes personnes, différents travailleurs et travailleuses, on va avoir une division du travail entre différentes entreprises. Par exemple, on va considérer que payer des gens pour faire le ménage, c'est pas quand on est une entreprise qui produit des téléphones, c'est pas quelque chose d'essentiel. Et du coup, on va confier ça à une autre activité, à une autre entreprise plutôt, qui du coup sera spécialisée dans le ménage et qui fera les ménages dans différentes entreprises. Même chose aussi sur la question par exemple du marketing, de la publicité. Au lieu d'avoir un département de marketing qui nous serve à chaque fois qu'on va lancer un nouveau produit et qui serve à gérer notre communication, on va peut-être confier ça à une autre entreprise qui gérera plusieurs clients en même temps et qui en fait sera spécialisée dans cette activité qui devrait du coup être plus efficace que le département à l'intérieur de notre entreprise. Alors, donc ça, on a vraiment la question de réduction des coûts et d'augmentation de la productivité. Toujours dans cette perspective, on va revenir aussi sur un des principes justement du taylorisme et du fordisme, la division du travail au sein de l'entreprise, avec, on avait dit, chaque personne qui réalise une tâche bien précise, qui finalement ne fait pas attention à ce que font les autres, elle doit juste faire attention à ce qui se passe en face d'elle, et ensuite le produit passe à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, fera du coup la tâche qui lui a été confiée. Là, au contraire, dans le cadre du taylorisme, vous avez du travail en équipe où des échanges peuvent se faire et on considère que justement il peut y avoir de l'émulation intellectuelle, qu'il peut y avoir justement des gains à avoir ces échanges d'idées et on va aussi valoriser les retours, les commentaires des travailleurs et travailleuses sur les méthodes et l'organisation du travail. Au lieu d'avoir une division verticale du travail, en tout cas très poussée, où vous avez des personnes qui donc conçoivent la méthode d'organisation du travail, the One Best Way, et ensuite
des personnes qui doivent uniquement exécuter et mettre en œuvre ce qui a été défini par leurs supérieurs. Là, au contraire, on va avoir ce qu'on appelle un management participatif, où on va considérer, notamment afin d'améliorer la qualité des produits, d'éviter les problèmes de qualité qu'on peut rencontrer sur la chaîne de production, on va valoriser les retours et les commentaires des travailleurs et travailleuses, en disant que voilà, du fait de leur propre expérience, ils et elles voient bien comment est-ce qu'on peut améliorer l'organisation du travail et comment est-ce qu'on peut avoir des produits de la meilleure qualité possible, avoir le moins de problèmes possible en termes de qualité, et que finalement, voilà, valoriser les commentaires des travailleurs et travailleuses, c'est un moyen d'avoir des produits de meilleure qualité, d'avoir moins de problèmes dans le processus de production et donc de réduire les coûts associés et de devenir plus productif, plus efficace. Cependant, il faut garder à l'esprit que si l'on présente ainsi ces différentes formes d'organisation du travail, en réalité, elles n'ont jamais été appliquées de façon totalement cohérente en dehors de l'entreprise où elles sont apparues, voire même justement, même là, il y a en réalité des choses qui ont été ajoutées a posteriori, et surtout, elles n'ont jamais été appliquées de façon universelle. En gros, on a repris des principes du taylorisme, du fordisme, du toyotisme, et on les a plus ou moins appliqués selon les secteurs, selon les tâches qu'on a confiées aux travailleurs et aux travailleuses, et que peut-être dans certains secteurs, on a plutôt une organisation encore fordiste, dans d'autres plutôt une organisation toyotiste, etc. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles formes d'organisation du travail qui ont pour but d'améliorer la qualité du travail et de mieux prendre en compte les attentes des travailleuses et des travailleurs. Il s'agit à la fois de favoriser, d'encourager le management participatif, qu'on avait donc déjà vu apparaître avec le toyotisme, mais aussi d'avoir une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Mais à nouveau, il faut bien se rendre compte que ces nouvelles formes d'organisation du travail, qui peuvent parfois faire la une des journaux, des magazines, qui peuvent attirer beaucoup d'attention, elles se retrouvent dans certains secteurs, dans certaines entreprises, notamment dans les startups et dans tout le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais que en réalité, elles sont totalement absentes et très très éloignées, ne vont jamais apparaître dans d'autres secteurs où on n'en a pas besoin, que ce soit dans des activités de production ou des activités de vente très simples. En l'occurrence, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, ce besoin de flexibilité dans l'organisation du travail, peut passer par du télétravail. Et clairement, la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 a été un clair accélérateur, a permis à la fois d'avoir plein de données, plein de recherches sur les effets du télétravail et de montrer à de nombreuses entreprises qu'elles pouvaient adopter du télétravail. Alors, ce qu'on se rend compte en l'occurrence, c'est que le travail, c'est pas une solution parfaite, que pour fonctionner, ça a besoin d'être bien organisé et qu'il faut notamment trouver une bonne conciliation, un bon équilibre entre travail en présentiel dans les bureaux où du coup les travailleurs et les travailleuses peuvent avoir des contacts finalement assez facilement les uns avec les autres et peuvent ainsi peut-être à travers ces échanges développer de nouvelles idées et être plus efficaces, et un travail en présentiel qui permet d'avoir une conciliation justement du travail avec la vie privée. Mais on voit clairement que peut-être qu'on ne va pas revenir à du travail totalement en présentiel, en tout cas dans certains secteurs, que maintenant qu'on a goûté au télétravail, vous avez des travailleuses et travailleurs qui veulent que cela continue parce que cela leur permet de s'organiser plus facilement, mais que vous avez aussi un besoin quand même de ne pas avoir que du télétravail, un besoin d'avoir des contacts, des échanges physiques en présentiel, et qu'il s'agit donc de trouver le bon équilibre dans chaque entreprise pour cela. Voilà, sur cette question du télétravail, on a vu plein d'articles de recherche qui ont été développés. Je vous laisse éventuellement faire vos propres recherches si vous le souhaitez. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée.